petite vidéo directement liée aux précédentes, pas forcément celle qui concernait l'histoire de Mabella, mais plutôt les deux autres qui lui ont précédé, qui questionnaient donc la menace du stéréotype, qui reviendrait à se dire que la conscience, en fait, d'une espèce de catégorisation d'un préjugé, d'un exogroupe sur le groupe auquel on appartient, à savoir le TSA, TND, etc., va jouer sur les compétences cognitives par de l'anxiété en fait qui va se rajouter, qui influera en fait sur les performances, si bien que à vouloir justement faire en sorte que ça ne se voit pas, ça finit par se voir. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et l'autre vidéo qui était en lien concernait les dissonances identitaires, c'est-à-dire ce décalage qui peut être ressenti entre l'image qu'on a de soi et de ce qu'on voudrait probablement pour nous et les attentes sociales en fait qui sont parfois complètement décalées. Cela rajoutera encore un facteur stress qui pourrait jouer aussi sur l'expression d'une certaine symptomatologie autistique. Et donc l'épisode du jour continue un peu le cheminement un peu réflexif là-dessus en abordant le burn-out autistique. Déjà, le burn-out, on le sait bien, est associé au monde professionnel. Il traduit en fait cet épuisement en fait qui te brûle de l'intérieur dans le cadre du travail. Alors c'est vrai que c'est une expression qui est de plus en plus galvaudée. On lit souvent des articles qui traitent de ce sujet, enfin on l'emploie régulièrement, mais il faut savoir qu'initialement le concept en fait de burn-out est né de l'expérience d'usure de bénévoles qui accompagnaient une population toxicomane. Si bien que le burn-out initialement était rattaché au métier de la relation d'aide, l'action sociale, tout ce qui est en lien avec le soin, l'accompagnement d'humains auprès d'humains. Mais bon, ça c'était juste pour l'historique, donc maintenant on sait bien de quoi on parle quand on parle de burn-out. On va parler d'un état d'épuisement général d'une personne face à ses obligations professionnelles qui a trait aussi à une impossibilité, c'est-à-dire que la personne tout d'un coup, elle ne peut plus. Ça vient d'un décalage qui pourrait y avoir entre l'investissement qu'on va mettre pour son emploi et l'absence de reconnaissance et de retour derrière. Donc par exemple, tu vas te donner à fond, tu vas en faire même plus qu'on te demande et finalement tu ne seras pas payé plus, ou tu n'auras pas forcément de retour positif, ou alors ça viendrait d'attentes que tu as toi et que tu t'es fixé toi-même et de résultats que tu ne parviens pas à atteindre. Donc dans le cadre du burn-out, ce qui est ciblé précisément, c'est la sphère du travail. Une personne qui se retrouve en situation de burn-out, une des solutions, c'est de s'éloigner du travail. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce ne sera pas forcément des personnes qui seront dépressives au travail, qui voudront pas y aller, qui iront à reculons. Au contraire, on constatera même qu'elles sont surinvesties, qu'elles comptent pas leurs heures, qu'elles se démènent en fait par rapport à leur travail. Et le phénomène de burn-out arrive très souvent d'un coup. C'est-à-dire que le matin, elles ne peuvent plus se lever. Il y a sans doute eu des signaux avant-coureurs, mais pour le coup, il n'y a pas forcément de sens qui a été mis là-dedans, et c'est la surprise. Donc dans le champ du TSA, il y a ce qu'on appelle le burn-out autistique, qui n'est pour le coup pas en lien avec le travail, mais avec la condition autistique. Même si on peut supposer que des personnes autistes ont probablement plus de risques de tomber dans un burn-out dans le cadre de leur travail. Et donc le burn-out autistique, ça se caractériserait comment ? Tout simplement par une fatigue générale, une baisse significative des compétences qui usuellement ne posent pas de soucis, et une intolérance à toute forme de stimulation. Et la différence avec le shutdown ou le meltdown, c'est que là on sera beaucoup plus proche d'une réponse du corps face au stress. Alors que dans le cadre d'une personne qui fera un burn-out autistique, c'est tout son être qui sera impacté. Alors je ne dirais absolument pas qu'il y a un lien de causalité directe et que c'est quelque chose d'inévitable. Ce burn-out autistique, il est parfois une conséquence d'un parcours diagnostique qui se termine. Ça peut arriver que des psychiatres préviennent les personnes à l'issue d'un diagnostic justement de faire un petit peu attention aux conséquences derrière. Donc j'en reviens encore à cette idée que j'ai évoquée dans les deux précédentes vidéos que je vous ai citées. La montée en puissance de signaux typiques autistiques suite au diagnostic n'est pas en lien avec une identification plus de la personne pour son estampillage, mais c'est aussi parce qu'il y aura des verrous qui vont péter. Et donc si un burn-out professionnel prend sa source dans
un gros décalage, des dissonances entre des attentes, un investissement, des résultats qui ne seront pas à la hauteur, automatiquement on peut faire le lien avec le burn-out autistique qui serait le produit de ces mêmes dissonances, mais non pas de la personne à l'égard de son travail, mais de la personne à l'égard de la vie. C'est donc un épuisement existentiel. Et donc ces dissonances sont peut-être en lien avec une forme de perfectionnisme, d'envie de bien faire, de barre qu'on va positionner hyper haut, d'une sensibilité aux détails faisant qu'on a du mal à accepter cette vision d'ensemble puisqu'on ne la perçoit pas, mais c'est surtout en lien avec ce qui est très connu, à savoir le camouflage social. Le masking, l'effet caméléon. Ça, c'est assez simple, c'est le fait de toujours veiller à répondre aux attentes sociales, à être conforme aux codes sociaux. Sachant que c'est pas du tout naturel, c'est pas forcément intériorisé, donc c'est coûteux pour la personne. La moindre interaction sociale est corrélée à une dépense importante pour la personne, qui ne correspond pas en soi à ses besoins propres, mais surtout à quelque chose qui ne lui correspond pas, qui à terme fait que le bocal à surcharge se remplit à ras bord. Pour transposer ça dans le monde du sport, on peut imaginer un marathonien qui a couru ces 42 km, c'est possible qu'il ne puisse pas, sans faire de pause de quelques jours, reprendre direct un autre marathon. Et bien dans le champ des TSA, c'est exactement ça. La personne court des marathons, mais elle n'a pas le temps de reprendre de l'énergie. Donc à un moment, qu'est-ce qui se passe? Les chevilles pètent. Le tendon d'Achille, il craque. C'est le corps qui part à volo parce qu'il te dit merde. Notre histoire de caméléon, c'est un vrai effort sportif, un effort physique que la personne mène vis-à-vis d'elle-même et de ses interactions sociales. Et on sait bien que tout effort physique suppose d'être fléché en fait sur une temporalité et donc être inscrit sur un temps court. Là, il faut se représenter ce que c'est quand c'est toute ta vie. Alors des fois, tu en as un peu conscience, mais des fois, absolument pas, parce que ça vire carrément au faux self. Et c'est très compliqué de s'en affranchir parce que des fois, on n'a pas encore mis le doigt dessus, on ne connaît pas autre façon de fonctionner. Vous voyez par exemple tous les trucs que je fais sur scène, parfois je me pose la question du sens que j'y mets et je me demande si le sens que j'y mets, c'est tout simplement pas le fait d'avoir pris l'habitude de me faire aimer de cette façon. Et si finalement je parviens à relativiser ce besoin d'avoir l'aval, la validation, l'appréciation de l'autre et que je perçois que ça jouera sur un désir peut-être moindre de faire de la scène par exemple, je peux en déduire qu'il y a une relation réciproque entre les deux. Et donc que toutes mes gesticulations scéniques de clown triste sont finalement expression d'un faux self beaucoup plus généralisé. Et donc notre masking, qui est une stratégie d'adaptation, est à la fois un remède et un poison, parce qu'il vient solutionner un problème qu'il crée lui-même. Ce que je veux dire, c'est que le burn-out autistique est étroitement lié aux dissonances identitaires qu'on va ressentir en permanence, et que ces dissonances ont pour expression une stratégie d'adaptation qu'on met en place pour lutter contre ça. C'est parce qu'il y a un trop-plein de masking et de camouflage qu'on risque de rentrer dans un burn-out autistique. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Il y a évidemment les tracas quotidiens, tous les petits ajustements qu'on doit mettre en place en permanence. Et là, c'est pas en lien avec du masking, c'est en lien avec la flexibilité cognitive, par exemple. C'est en lien avec les fonctions exécutives, etc. Mais il y a aussi le regard social, le discours social derrière, et l'absence de soutien que la personne subira. Puisqu'une des raisons principales à entreprendre une démarche diagnostique, c'est justement d'obtenir une reconnaissance et éventuellement des aménagements pour lesquels on n'a jamais pu prétendre, qui n'ont jamais été légitimés, nommés et reconnus. Et encore, on se rendra vite compte que même après un diagnostic, ce ne sera jamais suffisant pour les personnes. Et pour ça, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai faites sur dire son autisme et également celles qui concernent le validisme. Et là où je veux en venir, puisque, comme vous le savez, ça reste que des spéculations, c'est des réflexions que je mène. Si je reprends le point de départ, qui était le fait d'avoir le sentiment qu'un diagnostic, ou du moins quand on a mis le doigt en fait sur le TSA, d'avoir le sentiment que des expressions surgissent, si bien qu'on va sembler beaucoup plus autiste une fois qu'on a mis le doigt dessus qu'on le faisait avant. J'ai suggéré que ça pouvait être la conscience des stéréotypes, les préjugés qui sont portés donc en lien avec le regard social. J'ai suggéré aussi que ça pouvait être en lien avec l'anxiété que pouvait provoquer le sentiment d'être en dissonance d'un point de vue identitaire. Et donc peut-être un signal pour essayer de se bouger l'arrière-train en intégrant évidemment nos priorités en termes d'interaction sociale. Et je me permets de suggérer aujourd'hui que c'est peut-être un signe annonciateur d'un potentiel burn-out autistique. Et pour moi, il importe de caractériser
cette dépression autistique, vraiment de la spécifier par rapport à d'autres formes de dépression, tout simplement parce qu'il y a genre un tiers des personnes autistes qui ont elles-mêmes des troubles psy, mais aussi parce que le masking social, c'est incontournable dans le champ du TSA, puisqu'il y a un décalage de base et permanent entre des conditions d'accueil social et les possibles qu'on peut mobiliser. Et donc si on dit qu'un autiste va être intolérant à la frustration et donc qu'il ne peut pas s'adapter parce qu'il est rigide, ben moi je pense que cette caméléonite, c'est la plus grande adaptation dont un humain peut faire preuve. Plutôt que de lui pointer du doigt qu'il est incapable ou qu'il ne fait pas d'efforts, spécifiquement quand il traverse des épisodes dépressifs, que ces épisodes sont en lien avec les dissonances identitaires entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire, les attentes, donc en clair ce décalage de perception entre l'investissement fourni et le résultat escompté. Moi je pense que tout autiste qui traverse une période de burn-out devrait davantage être valorisé, reconnu pour son acharnement et le fait qu'il soit parvenu à tenir jusque-là. Donc il n'y a pas plus adapté qu'un autiste qui s'ignore.